Bonsoir, merci de nous rejoindre sur TV Fil 78 pour une nouvelle édition du journal de la rédaction, le 7-8, l'actu. Voici les titres de ce mercredi 16 octobre. Jean-Paul Huchon annonce 70 000 logements supplémentaires par an, de nouvelles gares et 28 000 emplois de plus par an, toujours d'ici à 2030. L'Assemblée régionale d'Île-de-France doit se prononcer lors d'un vote ce vendredi. Retour sur la présentation qui s'est tenue en début de semaine de la ligne qui reliera Viroflay à Châtillon en passant par Vélizy. Mise en service du T6 à partir de 2014. Le chantier s'achèvera en 2015. 2 départements sont concernés. Les élus étaient tous présents pour cette première inauguration à Vélizy. Ils parlent d'événements historiques. Et puis le professeur Jean-Daniel Chiche, professeur de réanimation à l'hôpital Cochin, fondateur de la fondation Life Priority et qui participe à la journée européenne de lutte contre les arrêts cardiaques, sera l'invité du journal. La journée de lutte contre les arrêts cardiaques se déroulait ce 16 octobre. L'image du jour à présent, c'est la fermeture annoncée de l'enseigne Bricorama à Montigny-le-Bretonneux. La direction indique être victime de la concurrence de l'enseigne Leroy Merlin le dimanche, située sur le même secteur à Bois d'Arcy. Une autorisation dominicale dont ce magasin de centre-ville ne disposait en revanche pas. Bricorama Montigny-le-Bretonneux perdait 100 000 € par mois selon le président du groupe. On écoute la réaction de quelques clients ce matin à l'annonce de cette fermeture programmée. Je n'étais pas au courant, mais c'est dommage parce que c'est un magasin de proximité, quoi. Donc ça permet de dépanner très facilement. C'est dommage, quoi. Moi personnellement, je viens jamais le dimanche matin, je viens en semaine, mais je trouve que c'est dommage pour les gens qui y viennent, qui sont contents d'avoir ce magasin ouvert ce jour-là. C'est un magasin qui est très pratique. Pour les gens qui, comme moi, habitons à Trappes, Bois d'Arcy, Montigny, c'est le seul magasin dans le coin où on puisse trouver tout ce que l'on veut en détail. Bricorama qui ferme à Montigny-le-Bretonneux. Nouvelle illustration du bras de fer entre les enseignes autour de cette question de l'ouverture du dimanche. Le reportage à présent de Yolène Thorez et d'Élodie Moine. Au mois de décembre, ce magasin Bricorama de Montigny-le-Bretonneux sera désormais fermé. Privé d'ouverture le dimanche, depuis près d'1 an, le magasin a vu son chiffre d'affaires diminuer. Nous constatons que nous n'avons pas de report des ventes que nous avions le dimanche sur le samedi notamment, et que les clients qui, puisque ils ont la possibilité, l'opportunité d'aller chez Leroy Merlin ou Castorama, qui eux restent ouverts le dimanche, eh bien on n'a pas de report de vente sur les autres jours de la semaine. Une concurrence que le magasin juge déloyale. Leroy Merlin et Castorama, à proximité, ont en effet obtenu une dérogation pour rester ouverts le dimanche. Selon le président du groupe Bricorama, depuis la fermeture le dimanche, le magasin perdait 100 000 € par mois. Un magasin qui emploie 23 salariés. L'objectif de la direction est de 0 licenciement. Les salariés, notre volonté, c'est de les reclasser dans d'autres magasins du groupe sur la région parisienne. Sylvie travaille depuis 23 ans dans ce magasin. Cette nouvelle, elle s'y attendait plus ou moins. Au départ, on devait rétrécir le magasin. Donc après, surprise, oui et non, quoi, parce que quand on est ancienne depuis l'ouverture du magasin, donc c'est sûr, j'aurais préféré qu'ils rétrécissent le magasin, c'est sûr. Mais bon, c'est comme ça, hein, les travaux coûtaient trop cher, le chiffre d'affaires n'était pas au rendez-vous, donc c'est normal. Hein. C'est très très dur, mais bon. On va nous reclasser, donc je pense qu'il n'y aura pas de souci, quoi. J'ai un peu peur d'aller travailler, par exemple, à Paris, prendre les transports en commun et tout, c'est sûr, mais j'aurai peut-être pas le choix non plus. Hein. Moi, j'ai demandé au plus près, parce qu'on nous a déjà demandé où on voulait travailler, donc j'ai demandé au plus près. Le premier, j'avais demandé voisin. Après, j'ai demandé Rambouillet, et après, s'il n'y a pas, ça sera dans d'autres magasins, on verra bien. Hein. D'autres, en revanche, semblent beaucoup plus inquiets quant à leur avenir. Emmanuel, lui, n'a pour le moment reçu aucune promesse de reclassement. Je ne suis pas sûr de retrouver tout de suite du boulot. Du jour au lendemain, je risque de ne plus avoir de boulot. C'est la peur. L'impact de la fermeture dominicale pourrait ne pas s'arrêter là. 2 autres magasins, également dans le rouge, seraient eux aussi menacés. Celui de Voisin-le-Bretonneux n'est pas concerné par une fermeture. Et pour clarifier ces règles de l'ouverture, le dimanche, rappelons que le gouvernement a commandé un rapport à l'ancien dirigeant de la Poste Jean-Paul Bailly. Ses conclusions seront connues d'ici la fin du mois de novembre de cette année. Quel visage pour l'Île-de-France en 2030? Jean-Paul Huchon annonce 70 000 logements supplémentaires par an, de nouvelles gares, 28 000 emplois de plus également par an. Le schéma directeur de la région Île-de-France sera soumis au vote vendredi de l'Assemblée régionale. Un sujet de Florian Philippe pour nos confrères de VOTV.
Affrontement gauche-droite au Conseil régional d'Île-de-France sur le SDRIF, le document qui dessine le visage de la région d'ici à 2030. Pour l'UMP, ce SDRIF n'est pas acceptable. Il repose sur le projet du métro automatique du Grand Paris, un dossier pour lequel l'État n'a pas mis le milliard manquant sur la table. Moi je dis attention, danger. Ce schéma directeur qui permet aux maires d'urbaniser et de créer de l'emploi partout en Île-de-France, c'est des embouteillages, c'est des RER saturés, c'est des lignes de train qui ne tiendront pas le choc. Pour l'UMP, la non-inscription du milliard d'euros par l'État pour le Grand Paris pose la question de la légitimité de ce nouveau SDRIF. Une motion de rejet a été déposée par Valérie Pécresse. Du côté de la majorité de gauche, on maintient le cap. Il est nécessaire de renouveler le SDRIF dès maintenant. L'enjeu, c'est de sortir d'un schéma directeur qui date de 1994. Donc vous imaginez un petit peu l'obsolescence de ce document. Et c'est de faire en sorte de répondre à des défis qui sont des défis très, très concrets. Comment on se loge, comment on se nourrit, comment on travaille. Le SDRIF a suscité le dépôt de plus de 300 amendements. La gauche disposant de la majorité, le SDRIF devrait être voté sans difficulté. Toutefois, son adoption et son approbation ne devraient pas intervenir avant la fin de l'année 2013, à l'issue d'une enquête publique qui doit débuter en mars 2013. La mort subite, première cause de mortalité des moins de 50 ans en France, et pourtant de bons réflexes permettraient de sauver de nombreuses vies. Aujourd'hui, première journée européenne de sensibilisation à l'arrêt cardiaque, et je reçois pour le 7-8 l'actu Jean-Daniel Chiche. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le professeur de réanimation à l'hôpital Cochin à Paris, fondateur de la fondation Life Priority également. Vous œuvrez pour le progrès, la reconnaissance de la réanimation à travers toute l'Europe, avec notamment aussi une campagne de sensibilisation gratuite aux gestes qui sauvent à travers l'Europe. On va donner d'ailleurs quelques chiffres. Sur 350 000 arrêts cardiaques, seulement 3% survivent sans séquelles neurologiques majeures, et ce, faute de pratique de ces gestes qui sauvent. Ça semble une évidence, il faut les apprendre, et pourtant, sans arrêt, il faut rabâcher régulièrement qu'il y ait la nécessité d'apprendre ces gestes qui sauvent. Pourquoi il n'y a pas de déclic et pourquoi il n'y a pas de progression dans l'apprentissage de ces gestes ? La logique serait d'apprendre dès le plus jeune âge aux enfants, probablement dans le cadre scolaire ou dans les activités périscolaires, ces gestes qui sauvent, qui sont déjà extrêmement simples et que n'importe quel enfant peut apprendre. De fait, c'est malheureusement pas fait, et lorsque ces gestes sont enseignés, c'est souvent enseigné au sein de formations qui durent 24 ou 48 heures et où les messages sont nombreux. Et des messages nombreux, c'est peut-être pas nécessairement la meilleure façon de faire passer le message le plus important. Et ce message important, c'est reconnaître un arrêt cardiaque et faire des gestes très très simples, mais qui peuvent faire la différence entre effectivement la survie sans séquelles neurologiques et le décès. Il faudrait rendre obligatoire ces cours de premier secours ? Absolument. On pourrait imaginer qu'à chaque examen important, il y ait une épreuve qui en fasse partie, au bac, les différents brevets, le permis de conduire. On pourrait imaginer effectivement que ça devienne une formation civique obligatoire. Parce que l'arrêt cardiaque concerne tout le monde. On aurait plutôt tendance à penser aux hommes de plus de 60 ans. C'est en général l'image, la description qui revient, mais c'est pas le cas. Ça touche tout le monde. Pas seulement, effectivement, pas seulement. Le dernier arrêt cardiaque qui est arrivé dans notre service à l'hôpital Cochin, c'est un jeune homme de 20 ans, sportif, qui a fait un accident cardiaque à l'arrivée des 20 km de Paris, donc, alors qu'il était sportif entraîné. Donc ça touche... Ça peut toucher n'importe qui. Et encore une fois, ces gestes aussi sont à la portée de n'importe qui. Vous avez décidé d'intervenir avec votre fondation Life Priority pour enseigner ces gestes qui sauvent, pas uniquement d'ailleurs, puisque vous œuvrez autour de la réanimation, on va en parler, mais sur ces gestes qui sauvent déjà, sur la création de cette fondation, qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui vous a décidé à mettre en place une si grosse structure? Parce que vous vous déplacez à travers toute l'Europe, vous avez un camion pour aller apprendre ces gestes, il y a des animations qui sont organisées à travers toute l'Europe pendant toute l'année. En fait, un des parrains de la fondation, c'est Eric Abidal, le sportif. Et en discutant avec Eric, on s'est rendu compte que lui-même n'est pas formé. Et on s'est dit que aller, par exemple, à la rencontre des sportifs, des supporters, c'était une façon peut-être assez simple de sensibiliser les gens à la réanimation, dans la mesure où la réanimation, c'est un peu la médecine générale des détresses vitales. Et finalement, le citoyen, c'est le premier maillon de cette chaîne de survie.
Donc on a décidé avec Eric de mettre en place cette campagne qui s'appelle Wheels of Life, qui a conduit Life Priority autour des stades d'Europe, autour de... 6 pays visités, 11 villes. Ça, c'est pour les chiffres oui, de la dernière édition. C'était pour les chiffres de la dernière édition, mais effectivement, on a été présent autour de stades de football, la dernière édition du Marathon de Paris, le Tour d'Espagne. On va à la rencontre du public. Vous intervenez régulièrement. Hier, vous êtes intervenu dans les Yvelines, à Buc, justement, pour apprendre ces gestes qui sauvent. C'était au sein d'une entreprise, JE Healthcare, qui travaille avec vous, justement, et qui travaille autour des solutions en réanimation en cardiologie, qui travaille avec Life Priority. Absolument. JE Healthcare, c'est un partenaire important de la réanimation, et c'était assez amusant d'aller former finalement des gens qui travaillent dans une entreprise très impliquée dans le domaine de la santé et qui eux-mêmes n'étaient pas nécessairement formés. La grande majeure partie des salariés n'étaient pas formés. Aujourd'hui, on était avec les écoles de football du Paris Saint-Germain. Encore une fois, allons rencontrer notre public, nos citoyens, les plus jeunes générations, pour leur apprendre des gestes très très simples. Et la question qui revient sans doute le plus souvent, vous l'avez évoqué d'ailleurs au début de cet entretien, c'est comment on reconnaît un arrêt cardiaque? C'est très simple, c'est quelqu'un qui ne répond pas et qui ne respire pas. Cela suffit pour faire le diagnostic d'arrêt cardiaque et en tout cas décider que cette personne va avoir besoin des manœuvres de réanimation les plus simples et qui font la différence. Personne ne répond pas, personne ne respire pas la peine de chercher le pouls. Ça suffit pour prendre votre téléphone, faire un numéro, en France le 15 ou le 112, donner votre localisation, dire au permanencier du SAMU qu'effectivement vous êtes en présence de quelqu'un qui ne répond pas et ne respire pas, et vous démarrez tout de suite les gestes qui sauvent, et ces gestes qui sauvent, c'est le massage cardiaque. Et ces gestes qui sauvent, ce massage cardiaque, savez-vous le pratiquer? Savez-vous réagir si justement devant vous, vous constatez un arrêt cardiaque? Voici quelques réactions micro-trottoirs réalisées aujourd'hui. J'avais fait un diplôme là, de secourisme à une époque, donc j'ai su à une époque. Maintenant, moyen quoi. Déjà, j'appelle les pompiers. Voilà. Et puis, je le mets sur le côté, sur la gauche. Oui, appeler des secours et la mettre au moins en position sur le côté pour pas qu'elle avale sa langue, etc. Vérifier le pouls, massage cardiaque. Et chercher le défibrillateur. J'appellerai les secours, sachant que j'ai pas la formation nécessaire pour lui porter assistance seul. Donc je sais qu'il y a des campagnes avec des défibrillateurs qui se mettent en place. Je pense que ça doit être généralisé pour que et nous-mêmes former aussi les citoyens pour que ce soit efficace aussi. Si on ne sait pas pratiquer le massage cardiaque, il y a tout de même des gestes à faire, des automatismes, des réactions à avoir? Il y a un geste à prendre de massage cardiaque. C'est simplissime, c'est très très simple. Et ce micro-trottoir est très intéressant parce qu'il montre un certain nombre d'idées reçues. La position latérale de sécurité ne met pas en sécurité des malades dont le cœur est arrêté. Quelqu'un qui ne répond pas et ne respire pas, la seule vraie position, c'est à plat dos et on démarre ce massage cardiaque. Il n'y a aucun danger. Vous ne risquez pas de faire du mal à un patient qui est décédé si vous n'intervenez pas. Massage cardiaque, comment ça massage cardiaque. Comme c'est très simple, on va rappeler. Posez les mains. Vous posez les mains sur le sternum, par la ligne qui passe au milieu du thorax, entre les mamelons, et vous allez, bras tendus, pratiquer des compressions thoraciques en déprimant la cage thoracique, en enfonçant la cage thoracique d'environ 5 cm. C'est sans danger. Même si vous cassez une côte, ça n'est pas grave. Mieux avoir une côte cassée. Nous, réanimateurs, nous en ferons notre affaire, mais c'est comme ça que vous allez sauver des vies. Depuis 2006, il y a eu quelques 100 000 défibrillateurs qui ont été installés dans les lieux publics. Est-ce que ça a changé quelque chose? Ça a servi à quelque chose? Ça sert forcément à quelque chose. Il est important de constater que d'abord, ces défibrillateurs ne sont pas toujours très facilement accessibles parce qu'ils sont parfois placés dans des institutions fermées à clé après 18 heures. Les gens ont peur d'utiliser ces défibrillateurs alors que c'est sans danger. Un enfant de 5-6 ans sait se servir d'un défibrillateur de façon totalement efficace. Vous ne risquez pas de vous électrocuter, vous ne risquez pas d'électrocuter la victime. C'est très simple. Mais encore une fois, ça ne suffit pas. Il y a des données très récentes qui montrent qu'en France, si vous prenez l'arrêt cardiaque au cours de la pratique sportive, par exemple, des gens qui font du sport pour s'amuser, le taux de survie varie d'un département à l'autre de 0,3 à 43%. Et ce qui explique ces variations inacceptables, in fine, ce qui explique ces variations, c'est la qualité de la formation, pas l'accès à un défibrillateur. On en revient à votre action, puisque le but aussi de Life Priority, votre fondation, c'est de sensibiliser à la réanimation aussi. C'est une spécialité qui est méconnue, la réanimation?
C'est vrai, ma mère ne sait pas ce que je fais. La réanimation, c'est... on fait quoi en réanimation? Alors en réanimation, on va vous prendre en charge si votre vie est menacée parce qu'un des organes, un de vos organes ne fonctionne pas bien. Quelle que soit la maladie qui va menacer votre vie, vous allez être pris en charge par une équipe de réanimation. C'est vraiment un sport d'équipe, la réanimation. Et on va d'une part s'assurer de faire fonctionner ces organes ou remplacer ces organes temporairement par un respirateur, par une machine d'hémodialyse si votre rein ne marche pas, traiter la maladie qui vous a mis dans cette situation et essayer de faire en sorte que vous accédiez après à ce qu'on peut appeler une seconde vie. Donc c'est, si je dois résumer ça en une phrase, c'est la médecine générale et la médecine générale des détresses vitales qui doit intervenir rapidement, de façon coordonnée et en équipe. Et vous avez des parrains, des célébrités qui vous soutiennent chaque année. Vous avez mentionné Eric Abidal. Cette année, c'est Sinclair, je crois. Sinclair fait partie effectivement de nos parrains. Il nous soutient. Une dernière question, puisque nous sommes dans le département des Yvelines. Elle concerne la société Carmat qui est implantée à Vélizy. Elle développe un cœur artificiel qui mime l'organe naturel avec des capteurs, des microprocesseurs. Vous êtes forcément au courant de toutes ces technologies-là, beaucoup mieux que nous. Carmat qui a obtenu l'autorisation d'être implanté ces cœurs artificiels sur 4 patients en France fin septembre. Les résultats seront connus d'ici la fin de l'année. C'est une véritable révolution, une avancée. Votre réaction ? Oui, c'est une avancée indiscutable dans le sens où aujourd'hui, l'alternative lorsqu'on souffre de défaillance cardiaque extrêmement sévère, d'insuffisance cardiaque sévère, c'est la transplantation. On entend souvent parler de transplantation et chaque fois qu'on parle de transplantation, on parle de disponibilité des greffons. Avoir aujourd'hui des cœurs artificiels qui permettent soit d'attendre un greffon, soit idéalement un jour de vivre avec ces cœurs artificiels, ça a été une avancée spectaculaire et aujourd'hui ça a transformé d'ores et déjà le pronostic de ces malades avec des insuffisances cardiaques sévères. Là aussi, ça se passe en réanimation, après la chirurgie. Voilà, on en sait un petit peu plus déjà sur la réanimation, sur votre spécialité. Merci Jean-Daniel Chiche. Je rappelle que vous êtes aussi fondateur de cette fondation Life Priority. C'était aujourd'hui la première journée européenne de l'arrêt cardiaque. Merci à vous. Merci bien. Premiers essais pour la nouvelle rame de tramway qui doit relier Viroflay à Châtillon, en passant par les Yvelines, offrir ainsi une gare à Vélizy, un pôle économique majeur. Le site de maintenance installé dans les Yvelines vient d'être inauguré. Cela fait 50 ans que les habitants attendaient une vraie solution de transport dans cette zone du département. Les précisions avec Catherine Zulato et Patrick Jacques de Dixmude. Et la voilà qui roule. La première rame du tramway entre Châtillon et Viroflay sort du site de maintenance implanté à Vélizy pour un essai. Un moment que les responsables qualifient d'historique, puisqu'il s'est agi de créer un nouveau mode de transport de A à Z et d'offrir une gare à Vélizy, car ce pôle économique avec 20 000 habitants et 40 000 emplois en était dépourvu. C'est un moment historique. D'aucuns l'ont rappelé, c'est un projet qui a plus de 50 ans. Au moment où on a vraiment conçu ce projet, qui était lié d'ailleurs au développement économique de Vélizy. Et pour la partie yvelinoise, c'est un projet qui a pu être mené tambour battant. Et il faut rappeler que la partie yvelinoise, on a toujours tendance à croire que la partie Hauts-de-Seine est plus importante, mais pas tellement. 7,5 km à travers les Hauts-de-Seine et 6,5 km sur les Yvelines. Une réalisation complexe va voir le jour, 11 km, 21 stations et des pentes importantes pour relier Viroflay, un vrai défi technologique. Ce projet a été très compliqué à monter. Les choix technologiques qui ont été faits il y a déjà fort longtemps étaient des choix un peu audacieux avec un tramway sur pneus à grand gabarit qui n'existait pas. Il a fallu concevoir un tramway nouveau spécialement pour cette ligne. Encore un peu de patience pour voir ce T6 en service, 2014 pour la partie en surface et 2015 pour la section en souterrain. Coût du projet, 384 millions d'euros pour les ouvrages et 134 millions d'euros pour le matériel roulant. Mardi après-midi, vaste opération de contrôle routier lancée par la DDSP 78 sur tout le territoire pour lutter contre l'insécurité routière. Nous avons eu l'occasion de suivre ces barrages de police à Coignères, le reportage d'Olivier Maniscalco et les images de Patrick Jacques de Dixmude. J'allais au travail, 14h-10 et je me suis fait interpeller. Donc ma carte grise n'était pas à jour. Une amende de 90 €. Et théoriquement immobilisation du véhicule, mais j'ai réussi un petit peu à négocier avec eux, donc ils me laissent repartir avec mon véhicule. Pour Romain, la sanction est tombée, mais la vingtaine de contrôles routiers de ce mardi après-midi dans les Yvelines était plutôt là pour rassurer. Mise en place par la DDSP 78, l'objectif reste de lutter contre l'insécurité routière. Il y a des gens qui roulent sans permis, sans assurance, et puis voilà quoi, il peut y avoir des dangers sur la route, ils font leur boulot, c'est normal.
On voit que la marée chaussée est là et veille au bon respect des règles, oui, tout à fait. Ça peut être rassurant quelque part. Oui. Alcoolémie, stupéfiants, papier du véhicule, plaque d'immatriculation abîmée ou pare-choc accidenté. Les arrêts de véhicules se succèdent et la police vérifie que tout est bien en règle. Ce type de contrôle départemental et généralisé est déjà mis en place depuis la fin du mois de juin, le début du mois de juillet sur l'ensemble du département et très régulièrement. Actuellement, on se profile plutôt une tendance à des problèmes de défaut de maîtrise, à des problèmes de comportement dangereux, ce qu'on appelle comportement dangereux, c'est-à-dire le portable au volant, le passage de ligne blanche, le passage de stop, plus généralement qu'à l'alcoolémie et à la vitesse. Sur près de 1000 véhicules contrôlés hier, 80 infractions ont été relevées et 4 personnes placées en garde à vue. Pour rappel, la route a connu 3645 morts en 2012. L'objectif de l'État est de passer sous la barre des 2000 personnes tuées en 2020. Jusqu'à vendredi, les élèves des écoles élémentaires de Trappes participent à la semaine du goût au menu des produits issus de l'agriculture biologique, avec pour objectif de sensibiliser forcément à cette cuisine équilibrée et de qualité qu'ont goûté pour nous Anthony Reich et Jonathan Villeman. Du potage de potiron, un filet de hockey avec un mélange de chou-fleur, voilà un menu raffiné que les enfants de l'école Jean Cocteau découvrent avec quelques hésitations devant l'assiette. Je mange du poisson avec des brocolis. C'est du chou-fleur en fait. Parce que je ne mange pas souvent chez moi, donc j'ai pas l'habitude d'en manger. Pendant toute la semaine, ces élèves trappistes mangent des produits bio et locaux. Sous forme de jeu, ils apprennent l'importance des fruits et légumes et d'un menu équilibré. Lequel de ces fruits est un fruit d'été? Le melon? Mais à la maison, leur plat préféré reste bien loin de cette cuisine diététique. Des frites, des hamburgers, des lasagnes. La semaine du goût tente d'inciter les enfants à une alimentation de qualité, car à la cantine, gare au petit gourmet qui ne finit pas son assiette. On est à environ entre 90 et 120 grammes par enfant de rejet de produits qui est consommé sur 800 grammes à peu près de produits par enfant. C'est d'arriver au phénomène du groupe, à gommer ces phénomènes de groupe. Un enfant qui dit j'en veux pas et les autres qui disent ah bah oui moi non plus. Au vu des assiettes vides, ce repas dit d'automne a tout de même plu aux enfants qui n'en ont pas laissé une miette. Et pour terminer ce journal, je vous propose de redécouvrir l'image du jour. Si vous n'étiez pas avec nous au début de cette édition, c'est la fermeture annoncée de l'enseigne Bricorama à Montigny-le-Bretonneux. La direction indique être victime de la concurrence, notamment de l'enseigne Leroy Merlin le dimanche, située sur le même secteur à Bois d'Arcy. Une autorisation dominicale pour ce magasin que n'a pas Bricorama, magasin de centre-ville. Bricorama à Montigny perdait 100 000 € par mois selon le président du groupe. Fin de ce journal à retrouver en replay sur notre site internet. Je vous retrouve jeudi en direct, toujours à 18 h pour l'actualité culturelle. Ce soir, c'est avec Aurélia Debussy et Kiosque. Bonne soirée sur TV Fil.